Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du format, du genre, des métiers et toute autre question relative à l'industrie cinématographique. Oui, je sais, j'avais annoncé que c'était la dernière la semaine passée en ce qui concerne l'émission au Gros Plan. Mais ce n'est pas le cas. J'étais tellement pressé de prendre des vacances que finalement, on m'a rappelé à l'ordre. Alors, pour ce numéro, nous allons aborder un genre filmique qui a accompagné le cinéma depuis le 19e siècle. Un genre où l'effort, bien sûr un genre où l'effort est un modèle de fonctionnement, où la performance constitue l'atout majeur du récit visuel. Le sport au cinéma. Deux spectacles partageant plusieurs points communs. Lesquels? Eh bien, pour répondre à cette question, l'émission au Gros Plan a fait appel au chercheur analyste dans le domaine cinématographique, Elias Benziel. Elias Benziel, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de tutoyer. En dehors d'être analyste-chercheur, nous sommes collègues. Ça fait trois fois, je vous ai... tu as battu le record. Il y a toi, Adil Abdelmalad, je crois, et Sophia Djama, trois parties. C'était pour trois genres différents. Le film d'horreur, le film catastrophe. Et aujourd'hui le sport. Enfin, un film d'horreur, film catastrophe. Le meilleur pour la fin. Absolument. Et en plus, un petit clin d'œil aux Jeux Olympiques, prochains Jeux Olympiques. Bien sûr. Alors, Elias, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, au début de l'émission, quels sont les points communs entre le cinéma et le sport? Mis à part, bien sûr, le point de départ de ces deux récits, la naissance, je dirais, du cinéma et du sport, par l'intermédiaire du sport des temps modernes, ça je parle des Jeux Olympiques. Oui. Quels sont les points communs? Alors, déjà pour commencer, je pense que le principal point commun, c'est le mouvement. Parce que déjà, le cinéma est avant tout un art qui bouge, donc qui bouge sans cesse, et donc le sport ne peut que faire bon ménage avec ce médium, donc le 7e art. Et on le remarque dès les premiers films de l'histoire du cinéma, donc la fin des années 1800, où on exploitait déjà cette thématique de sport, étant donné que le cinéma était avant tout composé que de plans fixes, et donc il n'y avait pas de travelling, il n'y avait pas de mouvement tout court. Et donc, comment maintenir l'intérêt et l'attention du spectateur? Déjà, au début, il y a l'aspect technique qui était en osmose déjà, c'est-à-dire avec, je dirais, le sport, quoi. Oui. Alors, le sport est considéré comme l'un des meilleurs compagnons du cinéma. Pourquoi? Alors, comme je viens de vous dire, c'est parce que justement, les deux se marient très très bien. Et quand on voit, par exemple, le film Le Champion de 1915 de Charlie Chaplin, donc c'était un court-métrage où on va suivre le parcours d'un jeune vagabond qui va vouloir justement devenir boxeur professionnel. Bon, c'est un court-métrage. Il y avait ça aussi, l'entraînement. Absolument. C'est abordé d'un point de vue purement comique. Hein. Ouais, donc bien sûr. Mais seulement, il y avait on exploitait déjà cette thématique de cette... C'est-à-dire le sport n'était pas le centre du récit, c'était une occasion, c'est-à-dire le sport, un segment. Absolument, et il y avait cette notion du personnage qui part de rien et qui justement va se construire à travers le sport, que ce soit au niveau de la boxe. Merci de m'avoir tendu cette perche en ce qui concerne la success story. Alors, le sport, champ idéal pour les scénarios basés sur cette fameuse success story, avec les ingrédients incontournables de cette thématique, la phase de déclin et le sursaut, miroir de la Renaissance, à l'image de Rocky. Sur ce, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre quelques extraits du film Rocky, et par la suite, nous allons y revenir. Sticking it to me. I want to know how come. You want to know? I want to know how. Okay, I'm going to tell you. Because you had the talent to become a good fighter. And instead of that, you became a leg breaker. Some cheap, second-rate loan shark. It's a living? It's a waste of life. Kid, I ain't even in the guys' league. Wish me luck, I'm gonna need it. Good luck. Don't leave town.
modèles incontournables, on va dire, du cinéma sportif. Donc le premier, on précise, celui qui est Ouais, réalisé ouais. par John J. Avildsen, par les suites qui ont suivi. Le premier est assez impressionnant parce qu'il finit avec une défaite, sans vouloir spoiler. Ouais. Mais plusieurs oublient justement, plusieurs spectateurs oublient que justement Rocky, dans le premier, il perd le combat. Exactement. Mais quand même, ça reste une victoire pour lui. Cette victoire, il faut souligner aussi ce qu'on avait dit en off, c'est que c'est un film qui a été récompensé des Oscars, parce qu'on en parle peu, mais même Stallone a été pressenti pour remporter, je dirais, la fameuse statuette en tant que meilleur acteur. Il a été nommé Absolument. Il est nommé aussi pour le meilleur scénario. pour le meilleur scénario, sans scénario. Oui, son scénario, absolument, un scénario qu'il avait écrit lui-même. Et l'idée qui est venue après avoir vu un combat, je vous laisse poursuivre, le fameux. Absolument, absolument. Alors c'est vrai, effectivement, l'idée de Rocky, ce n'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré d'un véritable match qui a eu lieu entre Mohamed Ali, qui était déjà la fameuse star de la boxe, et qui avait donné la chance à un jeune boxeur amateur pour voir s'il pourrait tenir les 15 rounds, etc. Stallone, fasciné par ce match, alors que c'est un match qui pour beaucoup était perdu d'avance pour, pour le boxeur amateur, donc s'est rendu justement pour le découvrir. Et il a eu comme une épiphanie, on va dire. C'est que justement ce boxeur, non seulement il va tenir les 15 rounds, chose qui était... il y avait deux boxeurs professionnels qui n'arrivaient pas à tenir, justement avec la fameuse figure qu'est Mohamed Ali. Et donc cette défaite / victoire a inspiré Sylvester Stallone pour ce film, parce qu'il s'est projeté lui-même dans la peau justement de ce boxeur, et il s'est dit, si je ne suis pas fait pour être acteur, au moins je suis fait pour raconter cette histoire. C'est cette similitude aussi dans la réussite, c'est-à-dire c'est à partir de ce film-là, parce qu'on peut faire un parallèle, comme vous m'avez dit si bien, entre le personnage, c'est-à-dire Rocky, qui vivait, c'est-à-dire dans une situation très difficile, à cette époque, il traversait une période difficile, Tout à fait. et l'histoire du film. Oui, Voilà. c'est un peu la même chose, et même Stallone lui-même, en tant que personne, traversait justement aussi cette période. Et c'est pour ça que lors de la récompense du Golden Globe du meilleur second rôle qu'il avait eu pour le 6e, non, c'était pour le 7e Rocky, donc c'était pas un volet Rocky, c'était un volet Creed, Ouais, Creed, ouais. mais où il y a l'héritage de Rocky Balboa, donc il reprend pour la dernière fois le rôle de Rocky. Et là, justement, non, c'est pas pour la dernière fois. Il n'avait pas repris la dernière fois, il avait repris aussi pour la suite. Mais en tout cas, lors de la récompense, il avait dit justement, je remercierai jamais assez Rocky, qui est le meilleur ami que j'ai jamais eu. Et là, on voit justement à quel point ce personnage comptait pour lui. C'est aussi ça, c'était pour dire que voilà, il y a cette narration, je dirais, à travers, je dirais, le sport qui est reprise, c'est-à-dire par le volet cinématographique. Mais en parlant de narration, de trame narrative, il faut savoir qu'il y a deux types de films de sport, le collectif et individuel. Deux catégories présentant des similitudes dans le récit narratif. Absolument, oui et non. En fait, il y a quelques légères différences, mais effectivement, c'est un schéma narratif assez classique, on va dire, à part certains exemples dont nous allons revenir. Mais la plupart du temps, on commence toujours par l'athlète ou l'équipe en difficulté. C'est toujours, donc il y a une énorme phase d'introduction et d'exposition du film. Donc on va présenter les personnages, l'équipe qui perd de vitesse, absolument, jusqu'au moment où il va y avoir cet éclat, justement, où il va y avoir cette opportunité. Ce que j'appelle moi l'opportunité, c'est la scène où ils vont plus ou moins croiser la route d'un grand manager ou d'un grand coach qui va décider tant bien que mal, mais y voyant un brin de talent, il va décider de les prendre sous son aile, que ce soit en individuel toujours ou collectif. Et donc là, il va y avoir les phases d'entraînement, etc., les phases de test, jusqu'au premier match, qui généralement est une défaite, ou au premier match ou combat. C'est comme le film Le Coach Carter avec Samuel L. Jackson, mais nous allons aborder, je dirais, le film phare plus tard, parce que c'est un volet qui est consacré à ça. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et donc il va y avoir, comme j'ai dit, le premier match qui est généralement une défaite, c'est jamais une réussite, mais ça va permettre de souligner plus ou moins les grandes lacunes de l'équipe ou de l'athlète. Donc dorénavant, il faut travailler ça. S'enchaîne après un montage assez épileptique, on le voit travailler, on voit la sueur, on voit le mouvement, on arrive l'épuisement. Au plan culminant, c'est le fameux discours de l'entraîneur. Voilà. Oui, dans la lignée d'Oliver Stone dans L'Enfer du Dimanche, qui est aujourd'hui réputé comme l'un des plus beaux speeches de l'histoire du cinéma sportif. Encore une fois, merci. Et c'est ce que nous allons voir à travers cet extrait consacré au film d'Oliver Stone, L'Enfer du Dimanche. Justement, en parlant de ça, le fameux discours, le fameux speech, reprenant, je dirais,
C'est les valeurs, parce qu'il y a cet aspect-là, les valeurs sportives, c'est-à-dire le Oui, cinéma. justement, pour revenir au film L'Enfer du Dimanche, c'est un film qui, bien que assez classique dans sa presque 80% du film, il y a une toute remise en question vers la fin, du film, donc au climax. Pourquoi on fait du sport? Pourquoi on aime justement ce sport-là? Et là, on voit justement tout le côté spectaculaire, tout le côté show business. Sur la remise en question, la publicité, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Ça, c'est le trait, je dirais, d'Oliver Stone, cette forme de dénonciation exacte. Mais dans ce film-là, elle est beaucoup plus intelligente parce que là où certains films comme Platoon, comme Wall Street, où il y avait dès le début cette confrontation et dès le début ce rejet de ce mode de vie, dans L'Enfer du Dimanche, il arrive à jouer avec les codes du cinéma sportif traditionnel pour justement tout balancer à la dernière minute lors du climax du film et tout remettre en question. Donc à la fin, on ne joue pas pour l'argent, on ne joue pas pour des sponsors, on ne joue pour rien, on joue parce qu'on aime ce sport, tout simplement. Merci. Alors là, maintenant, merci pour cette leçon, c'est vrai. Mais aussi, c'est spécifique aussi, parce qu'on parle de sport et tout, parce que c'est un genre spécifique aussi, je dirais, au cinéma américain aussi. C'est spécifique. Parce que voilà, nous allons y revenir je dirais plus tard dans une parce que question. justement, dans le cinéma européen, on ne l'aborde pas du tout de la Voilà. À part peut-être c'est un film anglais en ce qui concerne les chariots de feu, je crois. Ah oui. Ouais. Ça aussi. Alors, je parlais de sport individuel, de sport collectif. Mais j'ai remarqué que l'un des sports phares, je dirais, constitue, c'est un terrain propice pour la dramaturgie. C'est-à-dire, c'est le côté self-made man, mais pas seulement. On retrouve plusieurs codes de la dramaturgie dans cette narration. C'est la boxe. Absolument, oui. Parce que la boxe, c'est l'effet spectacle, terrain. Oui, il y a aussi toute l'allégorie de la boxe. Il y a aussi le combat, donc certes face à un adversaire. Fameux noble art. Oui, absolument. Donc il y a le combat face à l'adversaire, donc là c'est la lecture linéaire du film, on va dire. Mais il y a aussi l'aspect du combat face à la vie, face aux contraintes, face à l'injustice, face au racisme parfois, au sexisme. Ça, je dirais pas l'antithèse, mais je dirais l'un des meilleurs exemples, c'est-à-dire, parce qu'il y a Rocky, avec tout ce que connaît, je dirais, l'histoire et la trajectoire du film, il y a d'autres films. Oui. Quand par exemple Rocky, c'est purement allégorique. Voilà. Oui. Mais il y a le film Raging Bull qui retrace la vie de Jack LaMotta. Mais Raging Bull est beaucoup plus fascinant, je trouve. Là, justement, vous me tendez une perche parce que j'aimerais parler justement du courant cinématographique de Martin Scorsese. Ouais. Martin Scorsese, il est issu de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle vague américaine. Donc, c'est très inspiré de la nouvelle vague française. Ça n'y ressemble pas du tout, mais c'est très inspiré. Et là où il y avait un certain classicisme dans le cinéma américain, face à une société de plus en plus décalée par rapport à ce qui se passait lors de la guerre du Vietnam, face au mouvement hippie, etc. Et donc la population américaine ne se retrouvait plus dans ce type de film. Les films avec Marilyn Monroe, Jim Kelly. Et donc ce mouvement cinématographique voulait s'affranchir de tout ce qui se faisait avant. D'accord. Donc il voulait traiter justement, comme par exemple si on voit le film Taxi Driver, donc le réalisateur ne voulait pas embellir New York qui était sa ville natale, mais il voulait la montrer telle qu'elle est réellement à cette époque-là. Donc on voit les ordures par terre, on voit les fléaux sociaux, etc. Il voulait travailler sur ça. Et dans Raging Bull, c'est pareil. Il a abordé le film de sport, mais avec tous les coulisses qu'il y a aussi derrière. Donc comme on voit les matchs truqués, etc. Et il n'y a pas de rédemption. Il n'y a pas de rédemption. Et au contraire, il n'y a pas justement ce schéma si cher aux Américains, donc cette notion du self-made man, ce héros qui va s'accomplir et qui va... Il y a cet effet miroir, je dirais, sociétal, en travers, c'est la relation avec le frère, voilà. Tout à fait, qui faisait écho à notre film. Qui faisait écho à notre film. Sur les quais. Sur les quais, exactement. D'ailleurs, on se rappelle bien cette fameuse, je dirais, phrase « J'aurais pu être un grand », qui était... J'aurais pu être quelqu'un d'important. Voilà, Robert De Niro face au miroir, Là, nous sommes dans une autre composition, il y a la composition. Absolument. C'est théâtral, voilà. Le sport, voilà. On est dans une autre catégorie, le sport, mais dans sa forme la plus théâtrale. Et c'est pour ça que le film n'avait pas très bien marché au début. Voilà, exactement. Il y a ce rejet. Les Américains n'aiment pas regarder justement ce personnage qu'on peut qualifier de loser. Ouais, exactement. Donc, et s'il n'y a pas de réelle victoire à la fin, même si ça finit par une défaite, comme c'est le cas de Rocky, mais s'il n'y a pas cette apothéose, accompagnée par une musique connue, voilà, on a besoin, voilà. Où le héros va justement s'imposer comme à travers cette sémantique là, c'est-à-dire entre le bien et le mal. Même il y a ça, cette
figure Oui, tout à fait. à travers le sport, qui... Tout à fait. Juste- Notamment dans le 4e hockey. Voilà, exactement. Voilà, merci de m'avoir... là aussi, parce qu'on n'arrête pas. Franchement, il y a une passerelle qui... Oui. C'est comme vous dites, voilà, c'est cet aspect, je dirais, un aspect novateur dans cette façon de filmer, présenter film noir, je dirais, du sport. C'est un des films noirs du sport. Même si quelque part, moi, on avait commencé par Le Champion, si vous vous rappelez bien, avec Ricky Schroeder, c'était John Voight. C'était, John Voight avec Faye Dunaway. Faye Dunaway, il revenait pour l'amour de son fils, qui Tout le à voyait fait, toujours tout à fait, tout à en fait. tant que Très tragique, celui-là. Voilà, ouais. Ouais. On a tous pleuré à ça. Ouais. Même si on se Très disait, dur, très je l'ai revu 3 fois, mais chaque fois lorsqu'on tombe sur la fameuse scène, sans spoiler, mais tout le monde connaît le film. Elle est assez inattendue, c'est pour ça Voilà, que justement, elle prend tout le monde à C'était contre-pied. très bien joué. Oui. Alors là, c'est le côté cinégénique du genre, relatif à l'aspect technique, c'est-à-dire la chorégraphie du mouvement Oui. et c'est-à-dire un visuel spécifique par rapport au cadrage. Parce que vous avez commencé à aborder ça, c'était un seul cas, mais il y a eu l'évolution, c'est-à-dire Absolument. et ce va-et-vient aussi Et oui. entre la télévision et le cinéma. Tout à fait. Au fait, c'est pour ça que je trouve, à mon sens, que le cinéma sportif marche aussi bien. C'est justement c'est qu'il est très beau d'un point de vue esthétique. C'est qu'on va suivre, comme je vous dis, on va suivre la sueur, l'effort, etc. Mais il y a aussi une approche du corps. Le ralenti, le fameux ralenti. Ouais. D'ailleurs, mais pour parler de ça, on ne peut pas, je pense, parler de ce point-là sans aborder le travail de Leni Riefenstahl. Alors, Et c'est avec toi que je vais l'aborder. Ah, on y va. Alors, peut-être s'il y a des téléspectateurs qui l'ignorent, alors Leni Riefenstahl, c'était une réalisatrice de l'ère Troisième Reich. Donc elle avait véritablement perçu avec un film de propagande qui était Le Triomphe de la volonté. Leni Riefenstahl avait hérité d'un projet assez ambitieux, parce qu'on rappelle que Berlin avait abrité les Jeux Olympiques, qu'on appelle les Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Qui était censé glorifier, je dirais, la race aérienne, Tout à fait. mais Oui, tout à fait. Donc il y avait toute cette initiative de montrer au monde cette grandeur de la race aryenne, ce peuple allemand athlétique, digne des c'est-à-dire là, des c'est en dieux train romains. d'aborder comment le politique rejoint, je dirais, Ouais. Donc il voulait vraiment leur donner cette approche divine, grecque, etc. Ouais. Et donc il y avait cette approche-là, et donc le projet va être confié à Leni Riefenstahl par Joseph Goebbels, donc, qui était le ministre de la propagande. Oh, ouais. Et c'est un film purement de propagande. Mais Leni Riefenstahl va exiger un budget faramineux de 1,8 million de Reichsmarks, qui était Énorme à l'époque. pour un film documentaire, c'est du jamais vu. Ouais. Mais elle va embaucher une équipe dantesque avec 40 cadreurs. Mais le plus important, c'est l'approche filmique. Donc elle va jouer beaucoup sur les mouvements, sur des angles de caméra jamais exploités auparavant, sur les contre-plongées, pour rendre encore plus ces figures. Qui était à l'époque du jamais vu. Oui, c'était à l'époque du jamais vu, et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce on peut critiquer le film, on peut ne pas aimer, on peut y voir de la pure propagande, n'empêche que d'un point de vue purement technique, le film, Surtout à l'époque. le film est d'une virtuosité sans nom. Donc c'est l'un des plus beaux films jamais fait sur le sport. On peut ne pas être d'accord avec le contenu, mais c'est la race d'un point de vue esthétique, pour revenir à la question. La gifle, et ce qui va donner encore une fois une porte ouverte à la question qui va suivre, c'est cette gifle de J.C. Owens. On était censé, je dirais, mettre en exergue, je dirais, cette race aérienne, mais qui a été giflée, qui est Robinson, parce qu'on parle de sport collectif qui est un sport phare. Tout à fait. C'est le baseball. Le baseball, Oui. voilà. Qui était, les Afro-Américains étaient interdits de jouer. Il fallait vraiment. Et c'est se servir du sport pour, je dirais, grimper l'échelle sociale. Pour les Afro-Américains qui étaient mis de côté, et le sport. Il y a ça, Jackie Robinson, Muhammad Ali. Oui, tout à fait. Absolument. Oui. Et nous verrons bientôt c'est-à-dire dans des sports d'équipe, c'est-à-dire le basket. Et là, voilà. Absolument. Il y a aussi un autre film qui parle pas de ces sports-là, qui parle du football américain, et qui est le film le plus beau des combats, ou Remember the Titans. Avec Denzel Washington, le plus beau des combats. I didn't ask to be assigned to your staff, so I guess we're both in a situation we don't want to be in. If they keep on playing like that, we'll lose every game. But I can guarantee you this, Coach. I come to win. We will be perfect in every aspect of the game. Get up, boy! Get up! Get up! Get up! Still weak on the left side. We're not weak on the left side.
It's not the problem. What is the problem? I don't need you up in my face all the time. I don't care if you like each other or not, but you will respect each other. I want you to tell me something about one of your teammates. I'm rooming with Blue, sir. He wears those leopard spotted underwears, bikini style, sir. Okay, maybe somebody who's not your roommate. Each one of you will spend time every day with a different teammate. Does the term cruel and unusual punishment mean anything to you? If you lose a game, they'll fire you. One game, just like that. Brother, don't you know me and your mama went out on the town last night. What did you say? What happened to you? Man, I just gave your mama a piggyback ride and she weighs twice as much as I What's going on? do. We wanted to let you know we was gonna warm up a little different tonight. Ain't the way we win. You don't let anything, nothing, come between us. We are team. Voilà cet aspect sociétal. Là. Justement. Voilà. Ouais. Ce film, il parle littéralement de ça. Donc déjà, ça se déroule lors de la ségrégation raciale. Un coach noir, Donc, absolument. reprenant, voilà, pour les... Tout à fait. Donc c'est vrai, pour les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu peut-être, c'est vrai, ça parle d'un coach noir qui va prendre en charge une équipe composée essentiellement de blancs. Et donc il va y avoir justement cette confrontation. Et qui va intégrer aussi des joueurs. Non, voilà. Justement, et qui va intégrer. Donc au début, ça va pas du tout marcher. Donc au contraire, il va y avoir toute l'ampleur de ce conflit racial qui va exploser. Et justement, ce coach va adopter une approche, disons moins orthodoxe, on va dire, qui est une approche assez militaire, on va dire, de l'entraînement, où il va les mener à bout, littéralement, il va les mener littéralement dans la boue, et il va leur dire après, qu'est-ce qui vous différencie par l'un de l'autre? Vous êtes littéralement les mêmes, vous êtes tous les deux exténués, vous êtes tous les deux sales, il n'y a rien Qui vous sépare. oui, à part votre couleur de peau. Voilà. Et là, justement, il va créer de plus en plus un rapprochement entre les deux. Et à travers cette équipe-là, il va y avoir, c'est une équipe qui plus ou moins faire face à toute la ségrégation raciale et qui va être plus ou moins un symbole d'affranchissement, on va dire, de tous les codes américains. Justement, c'est pour ça que je dirais les Afro-Américains avaient besoin, c'est-à-dire c'était la seule porte de sortie, pour pas dire réussite, mais porte de sortie, Absolument. pour on va dire, grimper cette échelle, l'échelle sociale. Bien que certains réalisateurs ont voulu adopter une approche un peu différente, comme par exemple ça a été le cas avec Clint Eastwood, dans la Baby. Voilà. Qui, lui, Quelle approche? Pourquoi? Voilà. Là, le sport est une excuse, ou je dirais, parce qu'il y a le sport qui Oui. traversé par le miroir de la caméra. C'est celui qu'on veut mettre en évidence, on veut mettre en, je dirais, voilà. Tout à fait. Mais il y a le sport comme, je dirais, excuse pour raconter une autre histoire. Absolument, C'est-à-dire, absolument. voilà. Oui. C'est ça aussi. Parce que c'est vrai, là où $1 Million Baby, justement, lui aussi triche avec ses codes, justement. Donc on a l'impression de suivre un Rocky féminin. Et il va y avoir justement un événement, cet événement au milieu du film, qui va tout faire retomber comme un soufflet. Et là, on va basculer d'un registre sportif dynamique à une mise en scène beaucoup plus lente, beaucoup plus posée, beaucoup plus déprimante, avec un jeu de lumière totalement différent, avec la cinématographie et la photographie qui changent complètement. Et là, on va basculer dans un tout autre registre. Là, on va voir on va dire les coulisses justement de la vie de cette jeune femme par rapport à sa mère, etc., Voilà. par rapport à sa famille. Et Donc, là, voilà, cet aspect sociétal, mais il y a l'aspect aussi politique à travers les fameux Rocky qui ont suivi, c'est-à-dire cette fameuse, je dirais, c'est Rocky, surtout le Rocky 4, Oui, le fameux, voilà, contre le Russe, c'est-à-dire le monde libre, contre la Russie, tout ça. absolument, Voilà, oui. il y avait ça, c'était à l'époque, c'était la fin, ça sonnait pas, c'est la fin de la guerre froide et tout. Il y a cet aspect c'est pour ça qu'il politique. avait si bien marché. D'ailleurs, je pense que ça a été le plus gros succès de la Même saga. en Russie, même avec des cachettes, Bizarrement. qui sont pas les Oui, bizarres. absolument. Voilà, les Rambo, et voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et je dirais, voilà, c'est cet aspect, Oui. ça, utilisé pour, c'est une forme de Ouais. propagande. Oui. Et justement, vous, tu me l'as enlevé d'ailleurs. En fait, justement, effectivement, on est dans une autre forme de propagande. Donc là où, par exemple, on avait cité le travail de Leni Riefenstahl, où il y avait une propagande claire et nette, donc ouverte, c'est un film ouvertement propagandiste.
Dans le cinéma américain, c'est beaucoup plus nuancé, on va dire. Donc même si c'est pas ouvertement dit, quoique dans Rocky IV, dans le speech de fin, c'était assez clair. Mais là, on voit des drapeaux américains partout, des drapeaux gigantesques, etc. Donc c'est le drapeau américain qui surplombe tout et qui dépasse toutes les frontières. On l'a vu ça dans des films, retrace la victoire, c'est-à-dire, bon, un petit peu, bien sûr, parce que c'est une fiction, retrace la victoire de l'équipe américaine dans les années 80, l'équipe de hockey, parce que ça aussi c'est un sport populaire. Là aussi il y a certaines valeurs, ce qu'on voulait à travers, contre le monde libre, contre bien sûr les ennemis, voilà, imaginez. Voilà. Il y a cet aspect sociétal, il y a aussi un outil propagande. Alors maintenant, la dernière question pour terminer. Qu'est-ce que le sport apporte au cinéma et qu'est-ce que le cinéma apporte au sport? Alors, déjà, ce que le sport apporte au cinéma, c'est avant tout beaucoup d'audimat, on va dire. C'est parce que le cinéma sportif marche extrêmement bien. C'est parce que ça n'intéresse pas uniquement les fans de sport ou les sportifs en général, mais même des personnes lambda qui ne sont pas particulièrement sportives sont très penchés vers ce type de film parce que justement ce modèle de réussite et ce personnage qui va tout affronter pour réussir, c'est un langage universel, on va dire, qui parle à tout le monde, et c'est pour ça que certains films comme Les Chariots de Feu ont si bien marché et ont remporté même l'Oscar du meilleur film. Parce que même si le film parle de deux athlètes qui vont courir pour l'Angleterre, mais chacun pour des raisons, voilà. L'un pour une revendication identitaire, l'autre pour une gloire spirituelle, on va dire. N'empêche que l'impact de ce film était tel qu'il y a eu toute une flopée de films sportifs qui ont surtout les biopics. Oui. Mais le dernier en date que j'ai vu, c'est sur les sœurs Williams. Oui, absolument. Il y avait aussi un qui était avec Adam Sandler qui s'appelle Hustle, et qui est passé assez inaperçu parce qu'il sortait sur le basket, le fameux, oui, mais qui était assez impressionnant, notamment dans son montage épileptique de justement cet entraînement, etc. Donc oui, le sport, je pense que c'est un élément incontournable aujourd'hui au cinéma. C'est un élément dont a besoin le cinéma. Et pourquoi le cinéma a besoin et pourquoi le sport a besoin du cinéma? Il y a aussi la valorisation de ce sport. Comment il est mis en valeur, comment il est filmé, comment il est mis en scène, ça change tout. Quand on voit par exemple un match de basket de loin, c'est pas comme on va suivre en contre-plongée, on va suivre le personnage dégoulinant de sueur, on va suivre le saut, le ralenti, etc. Il y a toute une glorification qui est indispensable, que ce soit le cinéma ou la publicité. Encore une fois, merci Elias d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à toi, Nabil. Et de nous avoir parlé de sport et de cinéma. Sur ce, nous allons, finir, c'est-à-dire terminer cette interview. Et j'invite nos chers téléspectateurs à suivre cette émission. Je dis merci à toute l'équipe, à toute la régie numéro 7, à la réalisatrice, au réalisateur et à la script et à toute l'équipe qui nous entoure ici au studio 7. Voilà. Merci encore. Merci à toi.